Pour démarrer cette conférence, nous avons deux experts. Avec nous ce matin, donc, Flora Bernard, qui est la fondatrice de TAE. TAE, c'est une agence qui a pour, comment on pourrait dire, ambition. Oui. J'allais dire, ambition d'apporter la philosophie jusque dans l'entreprise et de faire réfléchir salariés, dirigeants, cadres, managers autour de sujets philosophiques en lien avec leur quotidien au travail. Et donc en ce moment, évidemment, comme dans beaucoup d'entreprises, Flora, la diversité et l'inclusion sont deux mots qui reviennent souvent et sur lesquels les dirigeants, managers et cadres sont amenés à réfléchir, notamment avec les équipes. Et puis avec nous également ce matin et à mes côtés, Pierre-Marie Lédo. Alors Pierre-Marie, vous êtes spécialiste en neurosciences, chercheur, d'ailleurs c'est écrit, donc voilà, je ne vais pas paraphraser, directeur de recherche et directeur du laboratoire Gènes et Cognition au CNRS. Et donc avec vous, on va voir ce que cette question de l'inclusion fait dans notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on est confronté à un autre qui n'est pas comme nous finalement, puisque là, tout le sujet est là aussi, c'est celui de la différence. Sacha disait en introduction, parlait d'une étude du Boston Consulting Group qui vient d'être publiée. C'est marrant parce que j'avais relevé exactement la même, mais je suis allé un petit peu plus loin dans la lecture que Sacha, puisque cette étude, qui a été menée auprès de 16 000 personnes dans 16 pays, dont un peu plus de 1000 en France, a effectivement mis en avant le lien étroit entre la culture d'entreprise, une culture d'entreprise qui encourage la diversité et l'inclusion, et comme conséquence de cela, effectivement, l'engagement des collaborateurs, la productivité et l'innovation. Mais autre point important dans cette étude, elle disait qu'un tiers des salariés dans le monde n'ont pas le sentiment de pouvoir apporter leur véritable moi sur leur lieu de travail. Et que visiblement, un sujet est là, en tout cas, ne pas pouvoir se sentir soi-même sur le lieu de travail irait contre cette idée de diversité et d'inclusion. C'est là-dessus que je voudrais qu'on commence. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que c'est important de se sentir soi quand on va au travail? Et au-delà de ça, pour rejoindre le thème de notre conversation de ce matin, en quoi est-ce que être soi sur son lieu de travail favorise la performance dans l'entreprise? Peut-être Flora pour commencer. Alors bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous ce matin. Et comme vous savez que les philosophes ne répondent jamais directement aux questions, je vais faire un petit détour, parce que ça je pense que c'est la conclusion peut-être à laquelle on arrivera. Avant de commencer, j'aimerais bien apporter une distinction dans les mots qu'on utilise pour parler, notamment tu as mentionné diversité, inclusion, qui sont deux d'entre eux. Et j'aimerais juste dire deux mots sur le sens de ces mots-là, parce que j'ai l'impression souvent qu'on utilise l'un pour l'autre. Et j'ai même l'impression qu'il y a eu... On parlait de mixité, puis après on a parlé de diversité, et puis maintenant on parle d'inclusion. Avec l'idée qu'on... Voilà, alors un peu de femmes, un peu de gens de couleur, et puis voilà, le tour est bouclé. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de diversité? C'est toujours intéressant de revenir à l'étymologie des mots. Diversité, ça vient du latin diversitas, qui veut dire différence, mais même aussi divergence. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, que cette idée de divergence, parce que la diversité, c'est pas juste mettre des différences ensemble, qui peuvent cohabiter de manière complètement passive sans qu'il se passe rien, mais c'est faire de la place à la divergence. Et évidemment, là, vous vous en doutez, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il me semble que la diversité, on peut soit la tolérer, soit la valoriser, et c'est deux attitudes complètement différentes. La tolérance, là encore, le latin nous aide, ça veut dire supporter. Tolérer quelque chose ou tolérer quelqu'un, ça veut dire supporter ce qui n'est pas mien. Donc, il y a l'idée qu'il y a une différence, mais elle est à côté de moi. Je n'en fais rien, elle ne m'apporte aucune richesse, et elle n'apporte aucune richesse au groupe. Et donc, l'inclusion, ce serait, ou une société inclusive, ce serait une société qui fait la place à la diversité bien comprise, c'est-à-dire qui valorise la diversité et qui fait de la place à la divergence. La divergence des points de vue, des singularités, pour revenir à ta question, qui fait la place en fait à l'expression de la singularité de chacun. Et évidemment pour ça, il me semble qu'il faut deux choses, et j'en terminerai là.
de l'humilité, premièrement, c'est-à-dire accepter que je ne sais pas tout et que l'autre peut m'aider à comprendre le monde et à voir les choses autrement. Et deuxièmement, le dialogue, c'est-à-dire la capacité à créer du commun ensemble, à partir précisément de ces fameuses divergences. Alors ça, c'est diversité et divergence, c'est l'inclusion alors. Alors, l'inclusion, et je parlerai plutôt de société ou d'école, puisque c'est dans l'école que le mot d'inclusion est né. Je parlerai plutôt de société inclusive. La société inclusive valorise la diversité. Et je pense que dans l'inclusion, il y a vraiment un sujet culturel. Je peux faire un petit détour historique, parce que c'est toujours intéressant. Ouais. Donc, ce mot-là d'inclusion, il est né d'abord dans le monde du handicap. On a parlé d'inclusion dans le monde du handicap dans les années 60-70 jusqu'aux années 2000, et notamment dans le domaine de l'école. Donc une école inclusive, c'était une école qui incluait, c'est-à-dire qui faisait de la place aux personnes handicapées dans une classe d'enfants dits normaux. D'accord ? Il y a deux modèles en fait de compréhension de la situation de handicap. Il y a le modèle intégratif, c'est-à-dire j'intègre une différence et je cherche à la gommer en fait pour qu'elle puisse s'intégrer dans une norme. Tout à l'heure quand on discutait, je disais par exemple quand on fait un gâteau et quand on fait une pâte à gâteau, quand vous avez bien mélangé, vous ne voyez plus la différence entre le sucre, l'œuf, la farine ou autre. Donc il y a vraiment l'idée dans l'intégration que j'intègre une différence pour la gommer afin que ces différences n'existent plus et que tout soit cohérent avec une même norme. En fait, il y a vraiment l'idée de la norme là que je trouve intéressante. Et donc, dans le modèle intégratif, la cause du problème, c'est l'individu qui doit s'intégrer dans une norme. Mais le collectif, lui, n'a pas grand-chose à changer. Et donc, il faut intervenir sur l'individu. Dans le modèle inclusif, et tout ça, c'est aussi venu de l'école, dans le modèle inclusif, il y avait l'idée qu'une situation de handicap, pour revenir à ce sujet-là, la personne handicapée, le handicap, n'est pas un fait, mais c'est une situation. Et qui dit situation dit que c'est une relation entre une personne qui est déficiente d'une manière ou d'une autre, physiquement, psychiquement ou autre, et un environnement donné. Et ça change tout, évidemment, parce que si le handicap, c'est une situation de handicap, ça veut dire, et que c'est une relation entre un individu et un collectif, ça veut dire que l'inclusion, il y a quelque chose de très culturel dans l'inclusion. Et donc, ça veut dire que le collectif doit revisiter ses normes pour vivre ensemble. Et donc, dans la classe d'école, pour reprendre cet exemple, ce n'est pas la personne handicapée qui doit s'adapter à la norme dominante, ce serait la classe entière qui devrait se demander quelles sont les normes qu'on établit collectivement pour qu'on puisse tous vivre ensemble, de sorte à ce que chacun puisse exprimer justement sa singularité, parce qu'il y a le handicap, mais il n'y a pas que le handicap. On a tous des singularités qui doivent pouvoir s'exprimer. Et alors, redéfinir la norme, s'adapter, est-ce que c'est quelque chose que le cerveau arrive à faire facilement ? Est-ce que notre cerveau est suffisamment malléable pour réussir face à la différence, à s'adapter, à réinventer la norme, à redéfinir un collectif ? Alors, pour prolonger finalement le chemin qu'a commencé à bâtir Flora, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas une intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. On ne les compte plus. Gardner avait fait un ouvrage, un succès, avec 8 formes d'intelligence, mais bon, aujourd'hui... on en a 2 là déjà. Voilà, il y a autant de personnes, autant d'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est quand même le fruit aussi d'une expérience, c'est le fruit d'un vécu. C'est un tout petit peu, merci papa et merci maman, l'héritage génétique. 10% à peu près de nos comportements sont déterminés, mais le reste, c'est le fruit de l'expérience d'un sujet. Donc, chaque individu qui s'assoira autour d'une table pour échanger, eh bien, il aura un vécu différent. On sait même pour que 2 jumeaux, déjà, après la naissance, ils prennent des chemins, pour reprendre Sartre, les chemins de la liberté. Donc,
c'est intéressant de savoir que quand on parle d'inclusion, on parle de reconnaissance de la diversité. Et finalement, il y a un principe dans le cerveau, c'est l'idiosyncrasie. Chaque sujet a un cerveau unique. Alors, ça pourrait être un obstacle, mais si on regarde un tout petit peu comment fonctionne le vivant, on se rend compte. Alors là, je vais faire un peu de Mohamed. Il n'est pas là, mais je vais le remplacer. Mais quand on regarde un petit peu comment fonctionne le vivant et dans sa complexité, ce ne sont que des formes de synergie, des formes. On parle donc d'écosystèmes. On a défrayé la chronique l'année dernière quand on a publié un article en montrant que la substance qui nous fait porter du désir, le sens de Flora, le bonheur, tout ça s'appelle la sérotonine, mais 85% de la sérotonine qui coule dans notre sang, nous ne sommes pas capables de la produire ou de l'extraire de l'alimentation. Mais ça nous vient d'un écosystème qu'on emmène partout avec nous, qui fait à peu près 2 kilos, et qui s'appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, il paye le gîte et le couvert, puisqu'on lui offre la nourriture 3 fois par jour. Quand vous prenez de l'eau, de l'alimentation, vous nourrissez un tout petit peu pour vous, mais c'est beaucoup pour eux. Et en retour, bien, ils vont vous produire des substances qu'on ne sait pas faire, notamment le précurseur de la sérotonine. Donc ce n'est pas un clin d'œil à Houellebecq, hein, c'est la substance qui nous permet d'être porteur de projets, de désirs, de se projeter dans le futur. Quand il n'y en a pas, on prend du Prozac. Ben, en fait, plutôt que prendre du Prozac, on ferait mieux de prendre du fromage à pâte persillée bleue, vous voyez, parce que là, vous allez retrouver ces fameux bactéries qui nous produisent les substances qu'on ne sait pas faire. Donc, si on reste modeste, parce que j'aime beaucoup aussi le terme tu as utilisé le mot humble ou modestie, en tout cas, c'est de se rendre compte de nos vulnérabilités et que l'inclusion n'a de sens que quand on est d'abord dans une forme d'introspection, en essayant de savoir ce que je sais, ce que je ne sais pas. Ça, on en parlera parce que ça s'appelle la métacognition. C'est le plus dur à faire pour un humain. Et vous vous rendez compte que quand vous devez enseigner, par exemple, vous ne saviez pas. Mais avant de faire cette étape-là, vous pensiez savoir. Donc la métacognition, c'est ce retour sur soi-même. Qu'est-ce que je sais que je ne sais pas? Donc là, il y a toute une démarche à mettre en place. Et une fois que je sais qu'il y a des choses que je ne sais pas, je vais pouvoir aller les chercher chez l'autre. Donc, par essence même, quand j'ai parlé de cet écosystème entre un cerveau humain et le microbiote, j'ai voulu prendre l'extrême dans les relations bénéfiques, mais ces relations bénéfiques vont aussi advenir quand on sera face à quelqu'un qui n'aura pas forcément une intelligence logico-mathématique, parce que vous lui expliquez un raisonnement cartésien, et vous voyez qu'il bloque, et il ne vous suit pas. En revanche, si vous prenez un feutre et un tableau, et vous faites un schéma, là vous l'avez embarqué. Chez lui, ce qui résonne, c'est plutôt l'intelligence visio-spatiale, plutôt que logico-mathématique. Donc voilà, pour faire court, savoir qu'il y a une valeur ajoutée à l'autre, c'est d'abord savoir où sont nos faiblesses et en l'autre, quelles sont les complémentarités qu'il apportera dans la relation. Et effectivement, ce microbiote répond parfaitement à notre sujet. L'inclusion source de performance, c'est parce qu'on a réussi à intégrer totalement et à réaliser cette inclusion avec ce microbiote et ces bactéries que nous sommes performants. Alors, on a dit qu'il faut être modeste. Donc, on n'a rien fait. Là, il y a un mot qui a été prononcé, c'est-à-dire qu'on a... On n'a pas réussi, on n'a rien fait. Voilà, on n'a pas réussi. Parce que les bactéries, ils peuplaient la planète bien avant nous. Donc, ils nous ont vus arriver, ils ont rigolé. Ils ont dit, tiens, ceux-là, je vais les utiliser, ils vont me déplacer. Donc, c'est eux qui nous ont envahis. Donc on n'a rien réussi, mais l'ensemble fait que nos faiblesses des uns font que ça devient les forces de l'autre. Voilà, c'est ça hein, l'aventure collective. C'est qu'on ne réussit rien, mais ensemble on est plus fort. Et Flora, cette idée d'accepter ou de connaître ses propres faiblesses pour mieux accepter l'autre, c'est quelque chose aussi qui vous parle et vous fait réagir ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que l'inclusion demande en fait une vraie remise en question. Et c'est peut-être pour ça que c'est beaucoup plus exigeant qu'on ne peut le penser, cette idée d'entreprise inclusive. Elle suppose la remise en question de ses certitudes, de ses croyances, de ses a priori. C'est ça, hein, l'humilité, c'est d'accepter, de se dire qu'on ne sait pas tout et donc d'être en mesure justement de transformer son regard. C'est
c'est tout à fait une approche philosophique. Hein. La philosophie, le geste premier de la philosophie, c'est ça, c'est de se demander et si les choses étaient autrement ou pourquoi les choses sont telles comme elles sont. Mais évidemment, c'est difficile parce que l'autre est à la fois complètement différent de moi, mais en même temps, c'est un alter ego, c'est un autre moi. Et donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver du commun malgré les différences et malgré les divergences. Et je pense que c'est cette humilité, cette capacité à se remettre en question qui peut nous aider justement à trouver des passerelles et à créer du commun avec l'autre. Et accepter, connaître soi-même ses propres faiblesses et les reconnaître, c'est un travail difficile. Bah, c'est le travail d'une vie, non? Enfin, je ne sais pas, c'est facile. Moi, je ne trouve pas ça facile. Ça demande d'avoir un regard critique sur soi-même. Donc, remise en question de ses croyances et regard critique, je pense que ce n'est pas évident. Parce que quand on parle de... Pardon, le mic, mais quand on parle de diversité, en fait, on parle de quoi? On parle de différences religieuses, différences de genre, différences ethniques. Enfin, on parle de tout un tas de différences qui viennent nous chercher un peu dans les tripes par rapport à ce qu'on estime être bien, juste. Vous voyez, ça vient nous chercher de manière assez profonde, je trouve. C'est pas n'importe quelle différence, c'est pas cheveux gris, cheveux blancs, tu vois, ou cheveux noirs. C'est des différences qui viennent nous chercher dans nos croyances profondes. C'est pour ça que je pense que c'est difficile de remettre en question tout ce avec quoi on a grandi, ce qu'on estime être bien, qu'est-ce qui contribue, tu parlais de performance, mais qu'est-ce qui contribue au fait qu'une équipe travaille bien? Moi, j'aimerais bien questionner le lien avec la performance, parce que de l'entre-soi, ça fonctionne tout à fait bien. C'est très facile de travailler avec des gens qui pensent comme moi. Justement, c'est ce que je voulais aller sur ce terrain, c'est accepter l'autre, la différence, et d'être provoqué dans ce qu'on a au plus profond, c'est accepter quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et en entreprise, ce n'est pas forcément facile. Et surtout, est-ce que ce n'est pas le plus difficile pour celui qui est à la tête de l'entreprise? Et est-ce que l'exemple et finalement cette exemplarité d'inclusion ne doit pas venir du dirigeant qui doit accepter qu'on ne pense pas comme lui? Oui, bien sûr, je pense que ça commence par là. Tous les sociologues vous diront que les dirigeants ne sont pas écoutés, ils sont regardés. Peu importe ce qu'ils disent, les collaborateurs regardent ce qu'ils font. C'est ça qui importe. Vous pouvez lire François Dupuis à ce sujet, c'est absolument passionnant ce qu'il nous raconte. Il faut bien aussi s'entendre sur ce que veut dire performance. Parce qu'on l'entend souvent comme performance financière. Or là aussi, petit détour étymologique, performare en latin, ça veut dire donner forme à. Donc la performance, c'est le fait de donner forme à quelque chose. Et je m'éloigne temporairement du monde de l'entreprise pour aller par exemple dans le monde artistique. Une performance musicale, on parle de performance musicale, une performance théâtrale, c'est quoi? Eh bien, dans la musique par exemple, c'est un groupe de personnes qui vont donner forme à la partition d'un compositeur. Dans le monde de la danse, c'est un groupe de danseurs qui vont donner forme à la chorégraphie qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'après, on revient dans le monde de l'entreprise et on se dit très bien, alors la performance de l'entreprise, c'est donner forme à quoi? Bien, je pense que dans le monde de l'entreprise, la performance, bien entendu, en tout cas dans son sens large, c'est donner forme à la raison d'être de l'entreprise, ce pourquoi elle est là, pardon. Et donc, quand on parle de performance, on parle aussi de se demander finalement, collectivement, à quoi est-ce qu'on donne forme? Et si on repart du côté de la musique, je trouve que le parallèle est intéressant, il faut à la fois qu'il y ait des instruments différents, sinon il n'y a pas de concert, enfin en tout cas si vous jouez ensemble, mais en même temps, il faut quand même qu'ils jouent ensemble. Donc, il faut qu'il y ait de la divergence, il faut qu'il y ait de la différence, mais il faut qu'il y ait du commun. Donc il ne s'agit pas juste de valoriser les différences, il s'agit de les valoriser, mais avec pour objectif de trouver du commun qui donne une forme convenable, esthétique, je ne sais pas, pour le monde de l'entreprise, comment on pourrait la qualifier, à cette performance. Comme la cuisine tout à l'heure, mettre ses ingrédients pour faire un bon gâteau, c'est la même chose. Oui, c'est ça.
Pierre-Marie, vous vouliez réagir sur... Oui, la notion de donner forme. En écoutant Flora, je pensais à une chose qui peut-être nécessite d'être partagée et discutée. S'il y a probablement un projet du collectif qui cherche à donner forme à quelque chose, il me semble que c'est donner forme au désir du responsable et que peut-être sa raison d'être, c'est de projeter le collectif dans un futur souhaitable, et collectif d'ailleurs, parce que donc, en termes de neurosciences, neurobiologie, on va parler donc des processus désirants. C'est l'idée que j'ai une partie de mon cerveau qui n'est pas en train de convoquer le présent ni le passé, mais qui, au contraire, échappe à la dictature du présent. Le monde du présentiel, c'est le monde des émotions, des affects. Le monde du passé, c'est de temps en temps, on peut convoquer l'inconscient passé pour le mettre dans le présent et trouver des solutions. Mais ce qui est intéressant, et c'est peut-être aujourd'hui la fonction qu'on doit assigner à un chef d'entreprise, parce qu'on pourra revenir après sur la relation à l'autre. Beaucoup d'animaux ont des rapports sociaux, mais elles sont basées sur des relations de dominant à dominé. Alors que depuis Cro-Magnon et toute la lignée après, enfin Cro-Magnon et donc l'humain, on a inventé d'autres modes opératoires qui ne sont certainement pas basés sur la relation de dominant à dominé, mais plutôt la relation de réciprocité, d'engagement, d'équité, de partage des normes. Mon cerveau est prompt à voir en l'autre mon alter ego, mais qu'à condition que l'autre porte des... Alors physiquement, peut-être, c'est pour un supporter de foot, c'est facile, il porte le maillot et la couleur va faire qu'il y a une illusion dans mon cerveau. En voyant l'autre, je me vois. Donc c'est intéressant. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus subjectif, des normes. Est-ce que ça veut dire que la hiérarchie est un frein à l'inclusion, par exemple ? En tout cas, c'est évident que l'humain, depuis Australopithèque, n'a eu de sens que de vouloir développer un rapport à l'autre qui part d'un constat, l'autre il est faible. Simplement, parce que regardez dans la nature, tous les animaux qui naissent sur Terre, ils sont déjà prêts à l'emploi. Un poulain qui naît, en 15 minutes, il suit la horde, il est fini. Quand vous êtes parent, vous voyez qu'un enfant qui arrive sur la planète, il n'est pas fini. Vous dites, au moment de l'adolescence, ça va aller mieux, mais toujours pas fini. Alors après 20 ans, vous dites, ça y est, il fait des études, il va partir, il est toujours là, l'effet Tanguy. Donc c'est le propre de l'humain, c'est de procrastiner. Dans cette procrastination, il est aussi faible. Et donc, nous sommes là, et on en est sorti, parce que par darwinisme, on aurait dû être éliminé. Quand vous avez vu une chatte mettre au monde des petits chatons, qu'il y en a un tout malingre qui ne se développe pas, il est mangé. C'est comme ça. Est-ce que finalement, l'inclusion, Flora rappelait que c'était à l'origine, à l'école, pouvoir intégrer ou inclure dans une classe quelqu'un d'handicapé? Est-ce que c'est pas mettre finalement sur quelqu'un un signal, cette personne est plus faible pour telle ou telle raison, physique ou autre, cette personne est différente, donc plus faible. On peut aborder l'inclusion au niveau sociétal, au niveau philosophique. Sur les processus du fonctionnement du cerveau, l'inclusion correspond à une première étape de 3 étapes quand des individus échangent. L'inclusion, c'est un moment d'écoute de l'autre et de connaissance de soi-même, de ce que je sais, ce que je ne sais pas. Ensuite, il y a production. On échange et on crée, il y a la création, et enfin, il y a la déclusion. C'est au moment où on part. S'il y a eu inclusion, production, déclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ensemble, on part et on prend comme outil que je vais utiliser. Mais il n'y avait forcément pas de rapport dominant-dominé, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'ordre de devoir faire ceci ou cela en partant de cette réunion. Chacun prendra ce qu'il veut, mais il y a une forme collégiale de partage. Tiens, moi j'ai retenu ça aujourd'hui, j'ai compris ça, et bien à partir de demain je ferai ça. Voilà, donc ces 3 étapes en termes de fonctionnement du cerveau. L'inclusion est la première étape de ces 3 étapes. Inclusion, production, déclusion. Est-ce que production et performance, ça peut être la même chose ? La production participe de la performance. Je dirais qu'elle est un sous-ensemble de la performance. Elle est nécessaire pour aboutir à la performance. En fait, la performance, c'est un moment.
pour revenir dans le domaine artistique, la performance, c'est le moment où les artistes sont sur scène. Quand ils s'entraînent, ils sont en train de produire ce qui va donner la performance. Je voulais revenir sur ta question concernant la hiérarchie est-elle un obstacle à l'inclusion. En fait, je pense, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, que l'inclusion demande de revisiter sa conception de la norme, comment cette norme est établie socialement, puisque qui dit norme, une norme, elle est établie socialement, elle n'existe pas comme ça dans la nature. Hein, donc toute norme est culturelle. Et si on dit que toute norme est culturelle, ça veut dire qu'elle peut être revisitée, refabriquée. Et donc, pour que la hiérarchie ne soit pas un obstacle à l'inclusion, je pense que les dirigeants doivent être en mesure de se dire comment est-ce que je revisite ma production de normes ? Comment est-ce qu'ensemble on produit les normes ? Et je trouve que c'est très intéressant ce qui s'est passé dans le domaine du télétravail. À la sortie de la crise Covid, j'ai parlé avec de nombreux clients qui m'ont dit, alors chez nous, on a décidé, c'est 2 jours par semaine. Des grandes entreprises ? Oui, des grandes entreprises. Moi, je travaille avec beaucoup de grandes entreprises et puis aussi des plus petites, mais principalement des grandes entreprises qui donc ont eu à gérer ça. Ce retour au travail et surtout une nouvelle articulation entre travail à la maison et travail sur site. Donc certaines, voilà, chez nous c'est 2 jours, etc. Là vous voyez, la norme, elle est produite en haut et puis elle s'applique à tout le monde. Ça, c'est pas très inclusif, si on voulait vraiment prendre un exemple. Idéalement, si on était vraiment dans une entreprise inclusive et si on prenait en compte tout ce qu'on vient de partager, eh bien on se dirait, comment est-ce qu'ensemble on établit une nouvelle norme de présence et d'absence qui tienne compte de toutes les singularités de chacun. Et si j'étais, non pas présidente mais dirigeante, d'une grande entreprise, peut-être, je ne sais pas, je suis avec, peut-être que je dirais, laissons cette discussion avoir lieu au niveau des équipes. Parce que c'est les équipes en fait qui savent de quoi elles ont besoin. On a besoin de présence, évidemment, mais on a appris qu'on pouvait aussi faire un certain nombre de choses à distance. Donc l'inclusion vient questionner le rapport à la norme, mais elle vient aussi questionner le rapport au temps. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a vu que la prise en compte des divergences, l'humilité, la remise en question, le dialogue, tout ça, ça prend du temps. Et on sait bien, vous le savez bien, qui travaillez dans les entreprises, qu'on est toujours très pressé. Tout va vite, on a l'impression qu'on ne peut rien contre ce mouvement d'accélération. Mais moi, je pense qu'on peut. Pourquoi ? Il ne vient pas non plus de l'extérieur, ce mouvement d'accélération. C'est nous qui le créons. Et donc l'inclusion, elle vient aussi nous rappeler que si on veut vraiment faire de la place à l'humilité et au dialogue, il faut se donner le temps de le faire. Quand moi j'ai commencé les ateliers philosophiques et quand j'ai dit que ça durait 3 heures, on m'a regardé avec des grands yeux en me disant « Mais tu penses vraiment que tu vas réunir des managers pendant 3 heures pour réfléchir philosophiquement aux enjeux du travail ?» Voilà. À un moment donné, ces choses-là, elles prennent du temps. Et donc ça demande de revisiter notre rapport à la vitesse et à l'urgence. Il y a un sujet aussi autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, c'est le rapport entre l'individu et le collectif. On a bien compris donc que l'intégration, c'était former un tout, cette pâte du gâteau, où tous les éléments se mélangent, alors que l'inclusion, finalement, c'est reconnaître chaque individu. Moi, quand j'étais petit, les inclusions, c'était des insectes pris dans des blocs de plastique et on pouvait faire une collection de tas d'individus différents les uns à côté des autres. Mais alors certes, ça forme une collection, mais ça ne forme pas un collectif. Comment est-ce qu'en valorisant, acceptant les différences et les individualités, on arrive à faire un tout ? Est-ce que ce n'est pas ça la source de performance ? Qui veut répondre à cette question qui n'en est peut-être pas une ? Non, elle est pertinente, plus que pertinente en somme, puisque la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la place de l'individu et dans le fonctionnement de son cerveau, quelle est la part de son libre arbitre et quelle est la part qui est dans l'attente de signaux venant d'autrui. Flora parlait de laisser un collectif aussi prendre des décisions plutôt que de l'imposer du haut. Encore faut-il que ce collectif qui devra décider soit éclairé. Parce que parfois on revient sur cette notion, croire qu'on sait et s'exprimer. Si on prend l'idée du digital comme étant
aussi une façon d'avoir un lien à l'autre. Certes, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas complètement satisfaisant. Il y a une notion de proximité physique dans le cerveau qui fait que quand on est en train de regarder un cerveau fonctionner avec un contact visuel en face d'un sujet ou face à un écran, on se voit bien qu'il y a quand même une pauvreté au travers de l'écran que tout le monde probablement a dû vivre sans qu'on ait besoin d'appeler la science pour quantifier ce phénomène-là. Mais il est vrai donc qu'il y a une... Si vous êtes face à quelqu'un sur une table de restaurant qui commence à se servir à boire et qui se met à boire, il déclenchera la soif chez vous. Quelqu'un qui se met à bâiller devant vous, 3 fois, vous allez bâiller. Donc il y a comme ça une prise de position où le cerveau quitte votre corps et se glisse dans le corps de l'autre. Donc ce va-et-vient, il va être fait que par une espèce de proximité géographique. Eh bien, si on ne l'a pas, ça ne marchera pas autant. Donc ça, c'était juste le premier point que je voulais dire. Et le deuxième, c'est que le cerveau, il est prêt à adopter le point de vue de l'autre, du collectif. Et donc le moi se fusionne avec le tu dans un nous, qu'à condition qu'il y ait une mise en place d'un écosystème qui va permettre de satisfaire la notion d'équité, c'est intrinsèque. L'équité, je ne parle pas d'égalité, mais d'équité, la notion de réciprocité. Tiens, voilà, j'ai reçu quelque chose de quelqu'un, dans ma tête, je me sens redevable, c'est inhérent. Voilà. Les systèmes de gratification sont activés quand vous recevez un cadeau, mais si vous répétez le cadeau ou la prime, les systèmes de récompense dans leur amplitude diminuent. Ça, c'est malheureusement tous les adeptes de la cocaïne ou de l'héroïne le savent. Il faut doubler les doses pour avoir le même niveau de satisfaction. En revanche, si vous êtes en train de donner un cadeau, il y a une illusion dans votre cerveau qui fait que vous aussi le recevez de l'autre côté. Et là, les systèmes de récompense sont toujours actifs au même niveau. Donc voilà, la réciprocité, faut pas l'oublier. Et la notion de norme, la notion de partage, la notion de fait que l'autre me ressemble. Voilà, donc il y a toutes ces notions-là qui font qu'il y a de l'intelligence collective qui peut émerger par une juxtaposition d'individus uniques. Mais donc dans l'entreprise, ça se traduit comment ? C'est-à-dire qu'on travaille bien ensemble si on se donne mutuellement, s'il y a une équité, s'il y a une envie collective, et pas, pour revenir à la hiérarchie ou à ces idées-là, une contrainte ? Alors, les sciences de l'éducation, c'est vrai, ont beaucoup réfléchi et ont beaucoup apporté de réponses à ce questionnement. On voit qu'un collectif est capable d'être performant, c'est-à-dire trouver des solutions, avoir du plaisir au moment où on est en train de cogiter, et puis de définir un projet souhaitable, donc le désir. Tout ça fonctionne bien si il y a une règle des nombres, on est inférieur ou égal à 25. Voilà. Ça veut dire que si on est une grosse entreprise, on n'est pas foutu, mais il va falloir segmenter à ce niveau-là. C'est comme si, alors on ne sait pas encore physiquement, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur cette notion-là, mais il faut imaginer avoir 25 câbles qui sortent de notre cerveau et qu'on peut brancher facilement, aisément, dans un collectif. Donc, mais s'il y a plus de 25, dans votre démarche, il y en aura toujours qui seront les laissés pour compte. Vous voyez, et quand notre président... Macron a avancé en laissant quelques-uns sur le bas-côté. Ces gilets jaunes se sont rappelés à son bon souvenir. Vous voyez donc combien il faut être inclusif, parce que ceux qui sont... Vous savez, on parle par exemple d'engagement. On vous dit aujourd'hui à peu près 8 personnes ou 7 personnes sur 10 sont désengagées. Mais dans les problèmes de gens qui sont désengagés, vous avez les désengagés qui sont passifs. Ça, c'est pas très grave. Ils font pas grand-chose dans l'entreprise. Mais les engagés actifs, c'est terrible, parce que vous dites il faut aller là, et ils vont faire en sorte qu'ils iront au côté opposé. Ils seront toujours dans la revendication, vous voyez. Et le seul problème chez eux, sans pouvoir l'expliciter, c'est qu'ils ne se sentent pas inclus. Donc ça peut, quand on parle de performance, quand on n'est pas inclusif, ça peut coûter cher. Et donc pas plus de 25 pour être inclusif, alors ? La règle, c'est tout prof sait que les classes devraient être égales ou inférieures à 25. Et dans une entreprise, faire une bonne réunion, c'est avoir un chiffre qui frôle les 25. Oui. Je pense aussi que pour qu'un collectif puisse être performant et que toutes les singularités puissent s'exprimer, il y a aussi la notion de confiance.
fait, qu'on n'a pas abordé. Il me semble que ça, c'est vraiment le fondement, en fait. Confides en latin, avec foi, mais aussi, apparemment, dans la langue arabe, watika, qui veut dire une marmite qui repose sur 3 pieds. C'est aussi intéressant d'aller voir l'étymologie des mots dans les autres langues. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance, c'est sur quoi est-ce que je peux m'appuyer, sur quel point d'appui est-ce que je peux me reposer pour faire ce que j'ai à faire. Ces points d'appui, évidemment, c'est des ressources intérieures, mais ce sont aussi les autres. Et évidemment, en effet, je peux me reposer sur les autres si j'ai détecté ou si j'arrive à créer du commun avec eux. La confiance, c'est aussi une prise de risque. Si je risque rien, il n'y a pas de confiance en réalité. Je dois faire confiance aux autres précisément parce que je ne sais pas tout. C'est là que la confiance est à sa place. Et évidemment, la confiance mène, il me semble, à la coopération. Et on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment cette coopération qui est le liant de toute performance collective. Et pour rester sur la confiance, est-ce que mon cerveau va avoir plus tendance à faire confiance à quelqu'un qui me renvoie une image proche de la mienne, ou est-ce que je peux faire confiance à la différence? Alors, si on doit réduire la confiance au cerveau, je dirais qu'il y a 3 niveaux de confiance. La confiance en soi, la confiance aux autres et la confiance au monde. Et c'est intéressant de voir que la confiance en soi, c'est pas un don, c'est pas des gens qui naîtraient avec un ego surdimensionné, mais que la confiance en soi nous vient d'un don des autres. La confiance en soi se bâtit par la vision qu'ont les autres de nous-mêmes. Je discutais avec un guide de cordée qui me racontait lors d'une escalade avec une cordée de professionnels, de guides de professionnels de montagne qui sont trouvés comme ça dans une tempête de neige. Et à un moment donné, il n'y a plus de choix, il faut avancer. 400 mètres, il y a un refuge et on n'hésite plus, on avance. Et malheureusement, dans la cordée, au milieu, il y en a un qui commence à avoir les jambes qui tremblent et ne plus pouvoir avancer. Donc, mettant en péril tout le reste de la cordée. Que fait le guide qui l'est formé? Eh bien, il lui demande de défaire le mousqueton et de passer devant, de se retrouver en premier de cordée et d'amener les autres. C'est-à-dire que ce guide a perçu en celui qui se mettait à trembler, d'abord qu'il avait toutes les compétences, donc il n'a pas pris de risque, mais simplement, puisqu'il se mettait à trembler, il n'avait plus confiance en lui. Et comment il a pu restaurer cette confiance? En lui témoignant que lui, il avait confiance en cet individu. Et il l'a mis devant et tout s'est bien passé. Donc, après, c'est ce qui peut arriver quand vous donnez des conférences. Là, à un moment donné, vous ne savez plus ce que vous dites. Ben, vous allez regarder, plonger dans les yeux des autres qui vont vous rassurer et puis vous avancer. C'est pas mon cas, mais ça peut arriver. Et le 3e niveau de confiance, c'est quand vous n'avez plus confiance en vous et que vous trouvez que votre entourage, il est extrêmement délétère et qu'il n'est pas là pour rétablir cette confiance. Le 3e niveau de confiance, vous allez aller marcher dans une forêt. Et cette confiance, vous allez la retrouver non plus donc de soi dans l'autre, mais dans le monde, dans tout ce qui vous entoure. Voilà. Oui, c'est une confiance aussi en l'humanité, je trouve, en chacun d'entre nous. En t'écoutant, je repensais à des voyages que j'avais faits quand j'avais 20 ans. Ça peut paraître complètement préhistorique, mais il n'y avait quand même pas Internet. Merci mes parents de m'avoir laissé partir à l'autre bout du monde. Et je me suis retrouvée dans des situations rétrospectivement où je me dis j'aurais pu avoir peur, il faisait noir, il n'y avait personne, je rencontre quelqu'un. En fait, dans les situations comme ça, se rappeler qu'il y a toujours de l'humanité en l'autre, quand bien même cette personne est radicalement différente de moi, quand bien même cette personne ne parle absolument aucune langue que je parle, quand bien même, et ça évidemment je pense que c'est la chose la plus difficile, quand bien même cette personne commet des actes qui sont absolument répréhensibles, se souvenir que malgré tout il y a de l'humanité dans cette personne et se relier à ça. Je pense que ça c'est un point à jamais oublier. Mais donc ça vient convoquer notre conception même de l'être humain. Confère notre dernière discussion que vous pouvez lire dans les pages de management, effectivement, sur ce qu'est un être humain et pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance
où on devrait avoir confiance en lui. Ça amène un autre sujet aussi. Je regarde depuis tout à l'heure notre panneau. Pourquoi l'inclusion est-elle source de performance? Pourquoi parle-t-on d'inclusion? Pourquoi toutes et tous, vous avez des politiques d'inclusion? Pourquoi est-ce que finalement tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure ne coule pas de source? Qu'est-ce qui fait qu'on ait besoin d'en parler? Qu'est-ce qui fait qu'en entreprise, on ait besoin de mener des politiques? Qu'est-ce qui fait que finalement, l'inclusion ne semble pas aussi naturelle que ça? Je pense qu'il faudrait vous interroger, en fait. Il faudrait que vous veniez dire et raconter pourquoi vos entreprises ont choisi de se lancer sur des politiques d'inclusion. Pour l'homme, l'humain, l'inclusion, est-ce que c'est quelque chose de naturel ou pas? Alors moi, je peux dire une chose par rapport à la nécessité d'inclusion et de confiance par rapport au thème que nous avions juste avant. C'est le fait que nous vivons de plus en plus dans l'incertitude. Je crois que plus il y a d'incertitude, plus il faut convoquer la confiance, évidemment. Mais cette incertitude, on ne doit pas chercher à la gommer ou ne pas l'avoir, parce que le propre de l'humain, c'est d'avoir un cerveau et de se poser des questions. Donc, du fait d'avoir un cerveau, c'est inhérent. L'incertitude, elle vient parce qu'on se questionne à chaque fois. Si vous êtes une fourmi, le monde autour de vous ne bouge pas et vous êtes plongé dans la certitude au quotidien. Donc l'incertitude, c'est presque l'essence même je parle sous contrôle du philosophe, mais l'incertitude est l'essence même de l'humain. Et la notion d'inclusion, eh bien, on vient chercher ça comme un outil parce qu'on est un peu au bout, là. On a cherché, il y a eu les années 70, 80, on cherchait des process, on mettait des process en place en demandant aux humains, adaptez vos process. C'est comme ça, on a réfléchi pour vous, vous allez devoir vous adapter en pensant que tout humain, il y avait une homogénéité et que les process étaient la solution. Bon, voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, on démotive les gens, on est un peu en panne dans l'innovation. Donc, le fait d'être plongé dans l'incertitude et d'en prendre aujourd'hui conscience et connaissance, eh bien, on peut, et je crois que ça fait partie des outils, l'inclusion et cette démarche qui va permettre de savoir qu'à plusieurs, on peut trouver des solutions, parce que c'est l'histoire même de l'humanité. Notre cerveau, on l'a développé, non pas tout seul, mais en coévolution avec nos partenaires. Voilà. Je trouve que je te rejoins complètement sur l'idée que le contexte d'incertitude fait qu'on a besoin d'ouvrir ses œillères, en quelque sorte, et que sa propre vision ne suffit pas. On a besoin de l'altérité pour voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Mais je suis toujours un peu gênée, en fait, par le fait de parler d'inclusion, mais pareil, de mixité, de diversité homme-femme, etc., comme des outils au moyen de quelque chose. Parce que qui dit outil, dit que ça pourrait être un autre outil, qu'on pourrait s'en passer, que ce n'est pas essentiel. Donc imaginez la situation sur ce sujet sur lequel nous, on travaille beaucoup depuis plusieurs années avec Grandes Écoles au féminin, qui est la mixité homme-femme. On a toujours envie de prouver qu'un comité de direction, une équipe mix homme-femme est plus performante qu'une équipe juste des hommes ou juste des femmes. On n'y arrive pas. En réalité, on n'y arrive pas à prouver ça. Et imaginez qu'on prouve que ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève toutes les femmes du CODIR, ou tous les hommes d'ailleurs, hein, parce que pourquoi ce serait l'un ou l'autre? Donc vous voyez que c'est intéressant de se dire, et si on faisait ça juste parce que c'est bien? Pas parce que ça mène à plus de performance ou autre, mais juste parce que, regardez dans l'Assemblée, on est une Assemblée diversifiée. Ça représente l'humanité. Voilà, donc il y a vraiment ces deux arguments hein, dans ce grand sujet de la diversité et de l'inclusion. Est-ce que c'est un outil au moyen d'une fin? Est-ce que c'est un moyen qui vise une fin? Ou est-ce que c'est une fin en soi? Et moi, j'aimerais vous inviter à ouvrir cette piste de réflexion, que ça pourrait juste être une fin en soi. Et donc pas une source de performance? Peut-être, mais peut-être pas nécessairement. Ou d'une autre. Alors là, il faut revisiter sa conception de la performance, comme vous l'avez compris par ce que j'ai partagé avec vous. Voilà, ça pourrait l'être, mais peut-être pas. Mais peut-être que c'est source d'autre chose.
Donc par exemple, quand on faisait le lien finalement entre l'inclusion, la diversité et l'innovation dont on a tous besoin en ce moment, se dire que l'inclusion est un moyen de répondre à ce besoin d'innovation face à l'incertitude, c'est le faire pour de mauvaises raisons. C'est bien de le faire de toute façon, même si c'est pour de mauvaises raisons. Moi, je pense que c'est bien de le faire parce que ça nous aide à voir le monde autrement. Et qu'en tant que collectif humain, on est différent, et grâce à nos différences et à nos singularités, on voit le monde autrement, et ça, c'est vertueux. Mais je ne sais pas si ça mène nécessairement à de la performance ou à de l'efficacité ou à de l'innovation. Alors, l'innovation, peut-être, parce que le fait d'avoir différents points de vue, je pense que le lien, il est assez simple de faire ce lien-là. Mais la performance, encore une fois, tout dépend comment on décrit la performance. Ça peut être oui ou non, selon la manière dont on définit la performance. Et alors peut-être aussi pour la temporalité de la performance, pardon. Pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, prenez l'exemple de l'école, service public. Donc on comprend cette idée de faire le bien ou de faire parce que voilà, c'est naturel et qu'il faut le faire. Mais en quoi est-ce que finalement c'est aussi à l'entreprise de jouer ce rôle aujourd'hui? L'entreprise, c'est pas un service public, à part quelques-unes, mais... Oui, non, mais ça, c'est vraiment important comme point, parce que en effet, on a parlé d'inclusion dans l'école et dans la société globale, hein, pas les sociétés entreprises. Donc école inclusive, société inclusive, pourquoi? Parce que la vocation de l'école, on peut assez bien comprendre que la vocation de l'école, c'est d'inclure tout le monde. C'est un service public pour tout le monde, un service pour le public. Mais est-ce que la raison d'être d'une entreprise, c'est d'offrir un service pour le public, un service au public? Je pense que la question est intéressante. Et c'est pour ça que je trouve que penser l'inclusion, ça demande aux entreprises de repenser aussi ce pourquoi elles sont là, c'est-à-dire leur raison d'être. Je ne vois pas pourquoi, en fait, si on dit que l'inclusion, c'est faire de la place à toutes les singularités, est-ce que c'est la vocation d'une entreprise de faire ça? Une entreprise, elle a besoin de compétences, elle a besoin au contraire de distinguer, elle a besoin d'inclure, elle a besoin d'exclure. C'est le propre de la décision. Une entreprise, c'est aussi un collectif qui prend un certain nombre de décisions en vue de la performance, justement. Et d'ailleurs, il y a une philosophe qui s'appelle Chantal Delsol qui a écrit des choses très intéressantes sur le fait que l'inclusion mène à l'indistinction éthique. L'indistinction éthique, c'est quoi? C'est tout est bien. Tout est son contraire, c'est-à-dire. Et alors là, on arrive dans une situation où, à force de dire que tout est bien, on ne sait plus quoi penser. On n'arrive plus à distinguer, on n'arrive plus à séparer. On passe quand même notre journée à faire ça. Une décision, c'est ça. Hein. À un moment donné, je décide dans une voie et donc je laisse tomber une autre voie. Donc elle questionne justement l'usage un peu abusif de ce terme d'inclusion en disant qu'elle nous aplatit complètement. À force d'inclure tout le monde, on ne fait plus rien. Et c'est ça, notre cerveau... un peu provocatif, mais un peu provoquant, pardon. Notre cerveau passe son temps à faire des choix. Non seulement il passe à faire des choix, ça c'est certain, mais dans cette notion d'inclusion, il a aussi besoin de limites. Rappelez-vous comme Icare, le film, rappelez-vous tous les ouvrages d'Hannah Arendt, les travaux de Milgram, montrant quand on n'a pas de limite, quand on n'est pas capable aussi d'utiliser le scepticisme, le doute, on finit par être manipulé par autrui. C'est la plus grande menace qu'aujourd'hui ont nos démocraties, quand il n'y a plus de limites. Donc, jusqu'où doit-on inclure? Moi, je pense que ça, c'est une question. Voilà, prochain ouvrage pour Flora. Jusqu'où doit-on inclure? Parce que qui dit inclusion dit quand même, à un moment donné, la notion de limite. Si on n'a pas de limite, eh bien, on finit... voilà, tout le monde n'a pas été des justes en France. D'accord? Donc, c'est cette notion-là de je dois, de temps à autre, aussi, le cerveau, c'est lui qui prend des décisions, et donc il doit objecter. Il doit utiliser le fameux doute de Montaigne, que sais-je, ou de Descartes. Mais donc, c'est ça. Les lobes frontaux, c'est une machine qui inhibe beaucoup.